Bonjour la patientèle la plus éclairée du net, je suis le docteur Benouèche et je vais répondre aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. À partir de quel âge acceptez-vous de faire du Botox à une patiente? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que les demandes des patientes interviennent de plus en plus jeunes. Elles connaissent beaucoup de choses, nos jeunes demoiselles d'aujourd'hui. Elles se maquillent de plus en plus tôt. J'ai lu un article récemment qui disait que dès le CM2, les jeunes filles commençaient à se maquiller. Donc c'est vrai que la demande est plus précoce. Les jeunes filles viennent de plus en plus tôt demander à faire du Botox pour protéger leur front de l'apparition des rides. C'est donc une sorte de Botox préventif. C'est vrai que 18 ans, c'est un petit peu jeune. Il ne suffit pas d'avoir la majorité pour faire le Botox préventif. Je pense qu'il faut s'appuyer sur plusieurs facteurs. Comment est leur maman? Est-ce que la maman a beaucoup de rides? Ça m'est arrivé d'injecter une femme de 30 ans parce que je voyais sa maman qui l'accompagnait très marquée. Donc ça veut dire qu'il y a un facteur génétique. Est-ce que la jeune fille fume? Si la jeune fille fume, elle va fragiliser sa peau, aggraver son risque d'apparition des rides précoces. Et donc c'est un argument complémentaire pour intervenir avec le Botox pour prévenir l'apparition des rides. Les autres facteurs qui favorisent l'apparition des rides sont les expositions au soleil, comme les UV en particulier, tout ce qu'on appelle les exposomes, donc le soleil, le sport intensif, et donc comme je disais le tabac et l'hérédité, qui sont des facteurs de risque d'apparition des rides précoces. Donc quand ces facteurs de risque existent, ce n'est pas stupide d'accepter d'injecter le front de ces jeunes patientes avec le Botox. Je pense que la trentaine, c'est déjà assez tôt. J'ai eu 3 bébés, j'ai la peau du ventre distendue. Est-ce que les fils tenseurs sont une alternative à l'abdominoplastie? La distension de la peau, c'est lié aux grossesses et c'est lié au fait que la patiente n'a pas une peau qui revient facilement. Chaque femme est différente face à l'épreuve de la grossesse. Certaines s'en remettent très favorablement avec une peau qui se resserre naturellement quand elles ont une très bonne fibre d'élastine et une très bonne fibre de collagène, et d'autres, la peau se distend. L'abdominoplastie, c'est une intervention qui consiste à retirer cet excédent cutané qui n'est pas revenu. Elle permet, à l'aide malheureusement d'une cicatrice, de récupérer un ventre plat. Les fils tenseurs ne sont pas assez puissants pour remplacer une abdominoplastie. Les fils tenseurs amélioreront l'aspect de la peau, la qualité de la peau, et vont retendre une peau très discrètement distendue, mais jamais une peau très distendue. Donc les fils tenseurs sont une solution, il en existe d'autres comme l'endolift ou l'endodas qui sont tous des traitements de biostimulation qui améliorent la qualité de la peau, qui resserrent la peau en favorisant la synthèse de collagène et d'élastine. Mais si la peau est très distendue, le simple fait de la resserrer ne suffira pas. Est-ce que les fils tenseurs sont efficaces et y a-t-il les évictions sociales? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander si les fils tenseurs sont efficaces. Bien entendu, les fils tenseurs sont très efficaces à condition d'avoir posé une bonne indication, d'avoir choisi les bons fils pour la bonne peau de la patiente. Finalement, ce n'est pas la patiente qui doit décider des fils tenseurs, c'est la qualité de sa peau, l'importance de son relâchement. Les fils tenseurs sont très efficaces, parfois moins s'il y a énormément de relâchement. On essaye d'estimer le résultat qui va être obtenu et de voir si ça va lui plaire. En fonction du résultat souhaité, on choisit ou non les fils tenseurs. Il y a toujours des nouveautés dans les fils tenseurs. C'est un domaine de la médecine esthétique qui progresse énormément. Et y a-t-il des évictions sociales? C'est possible, il faut en prévenir les patients parce qu'on peut avoir quelques bleus, on peut avoir un petit peu d'œdème. Je préviens toujours les patients qu'il peut y avoir quelques jours d'éviction. Je préconise plutôt de réaliser ce traitement le jeudi matin ou le vendredi matin afin d'avoir le week-end pour s'en remettre. Mais évidemment, plus on pratique ce geste, moins on a d'effets secondaires et moins d'éviction sociale. Que pensez-vous des compléments alimentaires et des crèmes permettant une cicatrisation optimale? Eh bien moi je suis favorable aux compléments alimentaires et ça m'arrive même d'en prescrire pour certains de mes patients. Et il y a des compléments alimentaires qui sont aussi pour les femmes en période de périménopause ou de préménopause qui sont très intéressants, qui améliorent la qualité de la peau, l'hydratation de la peau. Et des crèmes permettant une cicatrisation optimale, bien entendu, il y a des crèmes qui existent pour améliorer la cicatrisation, notamment les crèmes avec du silicone qui sont particulièrement intéressantes. Ça c'est le chirurgien qui vous parle. J'ai 55 ans, mes mains commencent à avoir un aspect un peu osseux, que faire? Pour l'aspect squelettisé des mains, il y a deux possibilités. On peut d'une part injecter de l'acide hyaluronique, ça marche très bien, ou bien des produits biostimulants comme le Fastem qui marche très bien aussi, qui redonne du volume aux mains sans en faire un aspect houldiné. Donc ça c'est un traitement qui peut se répéter tous les 2 ans environ. Et d'autre part, on peut aussi injecter de la graisse, donc ça se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale. On récupère la graisse d'une zone qui vous déplaît et on l'injecte dans les mains. Une graisse très fine, voire de la nanofat, pour faire un tapis graisseux très fin qui va à la fois rajeunir la peau des mains parce qu'il y a beaucoup de cellules souches dans la graisse, mais aussi bien sûr améliorer l'aspect squelettique de vos mains. Peut-on totalement effacer une cicatrice de fente labiale? Il n'y a pas des cicatrices qui puissent être effacées totalement. Simplement, bien sûr, on a beaucoup de moyens aujourd'hui, et plus qu'avant, pour améliorer l'aspect des cicatrices, que ce soit leur rougeur, leur texture, leur épaisseur, leur dureté. On peut le faire avec de nombreux moyens qui sont d'abord une bonne chirurgie de départ, ensuite des massages qui sont pratiqués par les parents, puis des crèmes
particulièrement siliconés, voire corticoïdes, et enfin des lasers qui sont tout le temps en progression pour corriger la rougeur de la cicatrice. Soyez tranquille, même si on ne peut pas l'effacer complètement, on pourra énormément améliorer la cicatrice. Peut-on faire une réduction mammaire alors qu'on est en surpoids? Alors, cette question est importante parce que bien souvent, les femmes qui sont en surpoids, qui ont besoin d'une réduction mammaire, n'arrivent pas à maigrir. Tout va ensemble. C'est dur pour elles à la fois de maigrir et d'opérer. Et souvent, le fait de faire l'opération de la réduction mammaire, c'est un déclencheur pour perdre du poids par ailleurs. Pour ma part, je n'impose pas de perdre du poids avant la réduction mammaire. Je m'en débrouille. Sachant que si la jeune femme perd par contre 20 kg, oui, elle aura les seins qui vont un petit peu retomber. On verra en fonction de la qualité de la peau. Tout ça dépend beaucoup de la qualité de la peau. Si la patiente a une très belle qualité de peau, on peut l'opérer, enlever tout ce qu'on veut. Et lorsqu'elle perdra le poids excédentaire, les seins tiendront. Si la patiente a une moins bonne qualité de peau, à ce moment-là, ça se discute. On peut perdre quelques kilos avant l'opération, mais jamais je demanderai à une patiente de perdre 10 kilos avant de se faire opérer, car je sais que tout va ensemble et que tout est positif. Que faire pour avoir une belle peau pour les fêtes sans trouer le portefeuille? Il y a plein de solutions. Une belle peau pour les fêtes, vous savez, il existe une machine qui s'appelle l'Oxygénéo que nous avons au cabinet, qui réalise un soin qui n'est pas très onéreux. Je vous laisse appeler les assistantes pour savoir le tarif. Qui permet d'avoir une peau magnifiquement hydratée. Il existe un soin qui s'appelle Illuminate, qui est merveilleux et qui donne beaucoup de lumière et qui permet d'être peu maquillé, d'avoir un teint radieux. Et si vous vous maquillez, l'hydratation que cela produit permet de très bien accrocher le maquillage et d'être rayonnante. Préférez-vous les fils tenseurs permanents ou résorbables? Je n'ai pas de préférence. J'explique aux patients que pour moi, dans la vie d'une patiente qui va vivre belle jusqu'à 120 ans, il y a des moments pour tout. Et en particulier, je pense que les fils permanents sont plutôt à réserver aux femmes d'abord qui ont des volumes importants au niveau du visage, parce que ce sont des fils qui vont rester toute leur vie. Lorsqu'on va répéter les traitements, on privilégiera les fils permanents pour ne pas mélanger avec d'autres produits et que ça va s'additionner aux fils précédents. Et ensuite, justement, comme on ne va pas les enlever, je ne veux pas faire ce traitement tous les 7 ans ou tous les 5 ans à plusieurs reprises. Je les réserve plutôt pour les femmes à partir de 55-60 ans. Voilà, comme alternative au lifting. Les fils résorbables ont quand même pour bénéfice par rapport aux permanents de biostimuler énormément la peau et d'améliorer la qualité de la peau. Le tarif est moins élevé que les fils permanents parce qu'il bien sûr il dure moins longtemps. On choisit avec la patiente ce qui lui convient le mieux en fonction de sa qualité de peau, en fonction de son âge, en fonction de sa disponibilité pour revenir souvent au cabinet ou pas. Je n'ai pas de préférence, mais pour moi, chacun de ces fils a ses indications préférentielles qui se discutent avec la patiente au moment de la consultation. Que pensez-vous des injections illégales faites par les non-médecins? Alors, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais vous raconter un cas dont j'ai eu vent récemment d'une jeune femme qui s'est retrouvée en réanimation parce qu'elle a eu des injections de toxines botuliques dans le cou pour enlever les rides, les cordes platysmales et qui s'est retrouvée en réanimation parce qu'elle ne pouvait plus respirer, qu'elle ne pouvait plus se nourrir, elle a dû être intubée. Elle a fait 3 jours de réa, on a dû lui mettre un antidote pour la sauver. Et qui elle avait injecté? C'est bien sûr un non-médecin qui s'est enfui. Il faut faire attention à cela. Heureusement que les injections d'acide hyaluronique se passent bien. Les injections d'acide hyaluronique se déroulent bien lorsqu'elles sont pratiquées par des médecins qui sont formés aux précautions des injections. Première précaution, l'asepsie, c'est-à-dire la désinfection, afin de ne pas contaminer le produit l'acide hyaluronique qui va rester dans votre visage ou dans votre corps. Si cet acide hyaluronique est contaminé par des germes microbiens, c'est une catastrophe. Deuxième précaution, la sécurité anatomique. Bonne connaissance par le médecin des vaisseaux du visage et du corps, parce que obstruer un vaisseau avec de l'acide hyaluronique, c'est une catastrophe. Je ne veux pas vous inquiéter en vous racontant ce qui peut se produire, mais sachez simplement que lorsqu'on obstrue un vaisseau avec de l'acide hyaluronique, il y a aussi des antidotes qu'on peut utiliser et que seuls les médecins sont capables d'utiliser et ont le droit d'acheter. Et donc, quand même il y a une complication, si c'est dans le cabinet d'un médecin qu'elle survient, le médecin saura la traiter, car personne n'est à l'abri des complications. Chez un non-médecin, il y a un risque très élevé de complications et il y a un risque, en cas de complications, de ne pas savoir les traiter. C'est une catastrophe pour les patients. J'ai 46 ans et mon ventre ne me plaît plus, que faire? Madame, 46 ans, vous êtes encore jeune, mais c'est vrai que la peau va commencer à s'étirer, se relâcher parce que vous rentrez dans une période où vous allez avoir une perte importante de la structure collagénique de votre peau. C'est la période de la ménopause où dans les 5 ans qui suivent la ménopause, on perd 30% du total du collagène. Donc beaucoup de femmes viennent me dire « Regardez, ma peau s'est transformée quand elle rentre en période de périménopause et de ménopause. » Si à 46 ans, votre ventre ne vous plaît plus, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de gras? Est-ce que c'est parce que la peau retombe? S'il y a trop de gras, et que c'est très important, à ce moment-là, on peut proposer une lipoaspiration. Par le geste de la lipoaspiration, crée de la fibrose et ça rétracte la peau. S'il y a très peu de gras, on peut proposer la cryolipolyse, qui est un traitement qui se réalise au cabinet, tranquillement pendant 1 heure, et par le froid et la pression négative, on arrive à retirer les excédents ciblés de graisse. Si c'est un problème de qualité de peau et de structure de peau,
Comme je disais, la lipoaspiration peut convenir. Il y a aussi l'endolift, l'endodas ou les fils tenseurs qui permettent de resserrer la peau. Et enfin, s'il y a vraiment trop de peau et trop de graisse, on proposera à ce moment-là une abdominoplastie qui est une chirurgie qui enlève l'excédent de peau et de graisse au prix d'une cicatrice. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier? Alors, c'est une question à laquelle je prends beaucoup de plaisir à répondre. Elle m'avait été posée lors d'une émission sur France 3. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, je pense qu'elle y est aussi. J'avais été interviewée dans une émission pour laquelle on devait raconter son métier. Alors, l'histoire est la suivante. C'est qu'au début, je voulais faire plutôt de la génétique. Quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiante en médecine, c'était la grande période où on séquençait le génome et il y avait énormément de potentiel en génétique médicale. Et on pensait qu'avec les avancées de la génétique, nous pourrions trouver des traitements pour soigner les patients, les enfants en particulier qui venaient à naître. Un jour, je suis arrivée en stage, donc je traînais beaucoup dans les couloirs du laboratoire d'Arnold Munich. Et d'ailleurs, j'ai fait l'école normale supérieure à la rue d'Ulm, pour ceux qui le savent, parce que j'envisageais de m'orienter vers la génétique, en plus de mes études de médecine. Donc j'ai fait normale sup à Ulm, j'étais partie pour la génétique, et puis un jour, j'ai fait un stage d'étudiante d'été dans le service du professeur Coulis à l'hôpital Necker enfants malades. Et un enfant est rentré avec une fente labiopalatine, ce qu'on appelle vulgairement un bec de lièvre. Et 45 minutes après, il était réparé. Et là, j'ai compris que ça me plaisait. Donc j'ai voulu faire la chirurgie réparatrice. Et donc, je suis courue après le professeur Coulis pour qu'il me prenne comme assistante lorsque j'ai fini Normale Sup. Et ensuite, j'ai fait avec lui une thèse de sciences sur l'origine des malformations du visage de l'enfant. Et j'ai orienté mon cursus vers cette réparation. Je traitais des jeunes filles atteintes de fente labiopalatine avec des lèvres un peu minces, un peu asymétriques. C'était des jeunes filles qui ne voulaient pas forcément avoir une nouvelle intervention parce qu'elles passaient leur bac, etc. Et j'ai eu vent des acides hyaluroniques qu'on injectait dans les lèvres. Et donc, j'ai commencé à faire mes premières injections sur des jeunes filles de 18 ans avec l'acide hyaluronique dans leurs lèvres. Et j'ai découvert la puissance des traitements de médecine esthétique. Évidemment, comme tout le monde, je me suis entraînée sur maman, sur mes tantes, etc. J'ai vu la joie et le plaisir que ces traitements pouvaient apporter. Et donc, j'ai décidé de commencer aussi à réaliser ces traitements au cabinet privé de médecine esthétique. Voilà l'histoire de mon parcours. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'était le Dr Benwesh. Si vous voulez me rencontrer, je suis sur Doctolib, je suis au cabinet et à présent, je suis un dimanche sur deux sur YouTube. Prenez soin de vous, aimez-vous, parce qu'une journée à se sentir mal est une journée perdue.